Des centaines de témoignages à travers le monde rapportent que parfois, dans des maisons ou des appartements comme les autres, des phénomènes étranges se produisent. Des bruits se font entendre et des objets se déplacent seuls comme si une force invisible agissait. Une force que certains affirment venir d'un autre monde. Cette mystérieuse expérience, Jeanne Moranier va la vivre en 1973, quelques mois après la mort de son fils Georges, âgé de 29 ans. Toutes les croyances et les certitudes de Jeanne en seront bouleversées. Quelque temps après son décès, peut-être je n'ai pas fait attention parce que je ne m'y attendais pas du tout, peut-être 3 ou 4 mois après, je me suis aperçue que des objets changeaient de place dans mon appartement. J'entendais des coups très légers, très discrets, sur le piano en particulier, sur les meubles, sur les cloisons. Une nuit, Jeanne et son mari dorment tranquillement, quand soudain... Paul ? Jeanne est intriguée et inquiète. Une musique semble venir du piano. Quelqu'un se serait-il introduit dans la maison ? Un peu effrayée, elle se dirige vers le salon. C'est étrange. Cette mélodie lui est si familière. Mais il n'y a personne dans la pièce. Le piano joue seul. Jeanne est sidérée. Elle a reconnu la chanson préférée de son fils défunt. Georges m'a confirmé que tout voyait part à la survivance. Son premier objectif a été naturellement de me faire comprendre qu'il était vivant. Jeanne n'est pas croyante. Elle est persuadée que l'âme ne survit pas après la mort. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de penser à son fils Georges. Serait-il là, tout près d'elle ? Georges me reprochait mon matérialisme, ce qu'il appelait mon matérialisme, c'est-à-dire mon incroyance. Il me le reprochait et je lui avais dit, écoute, moi, je veux bien, moi, qu'il y ait un Dieu, mais il faudrait me le prouver. Eh bien, c'est lui qui, après son décès, me l'a prouvé. Jeanne était à ce moment-là bien loin d'imaginer l'importance que ces phénomènes allaient prendre dans sa vie. En effet, quelques jours plus tard, elle va constater en rentrant chez elle que certains objets ont été déplacés. Pourtant, il n'y a aucune effraction et personne n'a pu rentrer dans la maison. Jeanne se rend compte très vite que rien n'a été volé. Tous les objets sont là. Rien n'est cassé ni abîmé. C'est comme si un tourbillon avait traversé la pièce, laissant tout en désordre comme une signature. Un parapsychologue qui ne croit pas à l'intervention de l'au-delà m'avait dit, c'est vous qui faites ça. C'est vous, sous l'effet d'un chagrin très grand, une énergie se développe et déplace les objets. Je me suis dit, après tout, peut-être a-t-il raison. Si c'est Jeanne qui provoque ces phénomènes dans sa maison, comment expliquer qu'ils se produisent également chez sa fille Marie, qui habite à plusieurs kilomètres de là ? Depuis plusieurs jours, Marie cherche son peignoir qui se trouve habituellement dans la salle de bain. C'est en allant dans le grenier pour y chercher autre chose qu'elle va le découvrir enfermé dans une vieille valise dont elle ne se sert plus depuis longtemps. Quelques heures plus tard, la porte de la salle de bain se met à claquer, comme si quelqu'un était derrière. Pourtant, Marie est seule dans la maison et il n'y a aucun courant d'air. J'ai tendance à penser que c'est mon frère qui me fait ça, mais rien ne me le prouve vraiment, parce que moi en plus j'ai aussi l'esprit scientifique, j'avais une profession scientifique et je suis très rationaliste aussi. Et bien sûr j'ai des doutes, je ne vois rien, c'est ça, je ne vois pas... je ne peux que constater des phénomènes paranormaux qui se passent chez moi et hors de chez moi. Dans le cas de Madame Moranier, les phénomènes physiques qui rappellent fortement
Un poltergeist se déroule dans 3 endroits différents, à son domicile et au domicile de ses 2 filles, donc les 3 endroits étant différents et fort éloignés l'un de l'autre. C'est relativement rare. Janine, la seconde fille de Jeanne Moranier, sans même savoir ce qui se passe depuis quelque temps chez sa mère et sa sœur, va elle aussi être confrontée au phénomène de façon très particulière. Dans la chambre voisine, son petit bébé, tout juste âgé de quelques mois, dort profondément. Quand soudain... J'ai été très surprise en entrant dans la chambre de ne pas le trouver au même endroit, c'est-à-dire que le lit avait été déplacé d'au moins 3-4 mètres. Il n'était plus à l'endroit où il était la veille, il était au milieu de la pièce. Le premier instant de surprise passé, Janine se précipite et heureusement, l'enfant dort profondément. Lorsque ma mère m'a dit que c'était peut-être mon frère qui se manifestait de cette façon pour me prouver qu'il était toujours en vie, ça ne m'a pas trop étonnée parce que d'abord j'étais croyante et je savais qu'il y avait une continuité après la mort. Quelque temps après, Janine va être réveillée au milieu de la nuit par des bruits de vaisselle cassée. Pourtant, dans la cuisine, tout est parfaitement intact. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un délire collectif, pour la bonne raison que ces 3 femmes ne vivent pas ensemble. Géographiquement, elles sont très loin l'une de l'autre. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est que chacune a eu ses manifestations dans sa propre maison, dans son propre appartement, et sans rapport avec ce que recevait leur mère. On pourrait parler de délire collectif si elles vivaient ensemble dans le même appartement. Troublée, Jeanne s'est décidée à aller voir un médium qui lui a conseillé de faire brûler des cierges à l'église. Quand j'ai fini par comprendre que c'était vraiment Georges qui se manifestait, que vraiment il y avait une survie, que par conséquent il y avait un Dieu que j'avais nié, ma vie a totalement changé. C'est seulement après que Jeanne ait prié pour son fils que le médium pourra tenter d'entrer en communication avec lui. Désormais, Jeanne est sur le qui-vive. Une nuit, un grincement étrange la fait descendre au salon. Mais cette fois, tout semble normal. Pourtant, Jeanne sent une présence dans la pièce. Les phénomènes physiques sont absolument indispensables parce qu'il faut que l'esprit de l'au-delà attire l'attention des terrestres, des survivants, et il ne peut le faire que par des moyens matériels. Cette même nuit, à plusieurs kilomètres de là, Marie est seule dans son appartement. Son fils Éric est en classe de neige et son mari en voyage d'affaires. C'est dans la chambre d'Éric que vont commencer d'étranges manifestations. Marie cherche d'où viennent les bruits qui l'ont tirée de son sommeil. Et c'est dans la chambre de son fils qu'elle va vivre une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Et maman, à cette époque-là, m'avait dit surtout n'aie pas peur, si tu vois quelque chose de bizarre, tu penses tout de suite à ton frère et tu lui parles. Georges, si
c'est toi, fais clignoter tes phares 3 fois. Et sur le matin, je suis allée donc dans la chambre de mon fils voir la voiture. Elle était toujours sous le lit, toujours au même endroit. Marie veut en avoir le cœur net. Elle veut inspecter la voiture de plus près. Et ce qu'elle va découvrir va être pour elle une preuve supplémentaire de la présence de son frère. J'ai osé la toucher. Et je l'ai vraiment manipulée, j'ai regardé partout et j'ai constaté qu'elle n'avait pas de pile, ce qui est très important. De toute façon, comme disent les enfants, c'est une voiture qui ne marchait plus du tout, elle était cassée, elle était dans le tas de jouets comme ça, qui n'était pas rangé dans la chambre. Jeanne continue de faire brûler des cierges en priant pour son fils. Le jour du rendez-vous avec le médium pour tenter d'entrer en communication avec Georges est enfin arrivé. Jeanne est partagée entre l'espoir et le doute. Est-il vraiment possible que son fils puisse lui parler? J'ai pensé à aller voir un médium pour savoir comment était mon fils, ce qui se passait. La première question, bien entendu, que j'ai posée, c'était « Pourquoi t'es-tu suicidé ?» Parce qu'il s'était suicidé. Il a répondu, pas à moi, au médium, « Je voulais reprendre ma forme astrale. » Il savait qu'il y avait une vie après la mort. Est-ce que c'est toi qui jouais du piano? Oui. C'était moi. C'est par écriture automatique que le médium est entré en contact avec Georges. Jeanne est maintenant convaincue que la mort n'est pas une fin et que son fils est toujours près d'elle. Au bout de quelques mois, elle parviendra elle-même à recevoir les messages de Georges. Très vite, le crayon a fait des courbes, des dessins. Et je sentais une poussée dans ma main. Et la communication est intuitive. C'est-à-dire que je fais le vide dans mon cerveau et que je capte la pensée de mon fils. Je suis persuadée que c'est mon fils qui fait tout cela, que c'est avec lui que je communique. Pour moi, il n'y a pas le moindre petit doute, ce n'est pas possible. Cela fait maintenant presque 20 ans que Jeanne prétend communiquer avec son fils défunt. Il lui aurait même dicté les derniers livres qu'elle a écrits sur cette expérience. Comment expliquer les phénomènes étranges qu'ont vécu Jeanne Moranier et ses 2 filles? Ont-elles inconsciemment provoqué elles-mêmes ces manifestations hors du commun pour se donner l'illusion que Georges était toujours près d'elles? Ou est-il possible qu'il y ait une vie après la mort et que certains défunts puissent nous en donner des signes?